C'est L'actualité politique ivoirienne est très, très abondante. Je comme l'ai dit tantôt. un championnat de football. Il y a des remplacements, il y a des joueurs qui marquent au moment où on est ici à temps le moins. Il faut suivre, sinon tu risques d'être dépassé par les événements. On va commenter rapidement les dernières informations de l'actualité parce que pour cette interview, j'ai pris pour postulat une émission aussi de NCI qui a été diffusée dimanche en soirée où on a eu comme invité le procureur général qui a donné des mesures assez importantes, qui a donné des informations très importantes. Avant d'arriver à tout cela, qu'est-ce que cela vous inspire, le fait qu'aujourd'hui le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Patrick Achi ne soit plus français, qu'il soit que exclusivement ivoirien? Qu'est-ce que ça vous fait? Monsieur le Premier ministre Patrick Achi faisait tontine deux bras. C'est-à-dire il votait quand la France avait une élection et quand la Côte d'Ivoire également organisait les élections. Non seulement il pouvait être candidat, mais il votait. Et aujourd'hui, il a décidé de garder exclusivement sa nationalité ivoirienne. Mais on ne nous a pas dit pourquoi. Alors que généralement, quand ce cas se produit, ça peut être certainement candidat à une élection. On a vu avec le président Tcham, le président du PDC, qui était obligé de se défaire de cette nationalité française pour se consacrer, n'est-ce pas, à la présidence, à la candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Patrick Achi n'est pas peut-être le futur vice-président au cas où le président Ouattara serait réélu? Bon, ça, c'est la question que l'on se pose dans le maquis en tant que président de Doromican. Mais le paradoxe, c'est que le président Tidjane Tcham, lui, n'est plus français, sauf qu'il n'est plus sur la liste électorale, ce qui n'est pas le cas pour le Premier ministre Patrick Achi, qui, lui, n'est plus français, mais est sur la liste électorale. Ben, vous savez, ceux qui ont fait le droit, peut-être, pourront mieux nous éclairer, parce que nous, entre deux verres, on a constaté que, bon, pour un même dossier, il y a un qui est sur la liste électorale et il y a l'autre qui ne l'est pas. Est-ce parce que les gens de l'opposition n'ont pas porté plainte comme celui du RHDP l'avait fait un moment contre Thiam? Et puis pour que l'article soit appliqué, peut-être qu'il appartient à l'opposition de dire, mais écoutez, nous, vous avez dit qu'on ne peut pas être sur la liste électorale, donc nous portons plainte pour dire également que l'autre peut pas être sur la liste. Bon, maintenant, s'ils estiment que juridiquement, ce n'est pas des choses qui sont faisables, c'est à eux d'apprécier. Ce qui sera brandi certainement, ce sera le code de nationalité, selon lequel il ne faudrait pas, je crois, avant un certain âge. C'est l'argument qui a été présenté à Tidjane Tcham. Est-ce que ces genres d'interprétation de lois, d'articles, juridiquement parlant, est-ce que ça ne crée pas des hiatus quand même dans le langage politique ivoirien? Toujours. Vous savez, je me rappelle très bien un des ministres de la République, un juriste de formation, nous avait dit que une personnalité ne pouvait pas briguer un autre mandat selon certains articles. Et le même est revenu pour dire que non, c'est une question d'interprétation. Sinon, il peut, s'il le veut. Bon, généralement, nous avons l'impression, nous qui n'avons pas fait des études juridiques, on s'est dit que l'application de la loi, il y a vraiment beaucoup d'interprétations qui entourent, n'est-ce pas, certains mystères. Et moi, je demande tout simplement qu'on éclaire avec des termes, je veux dire simples et précis, l'opinion, afin que ça ne crée pas une confusion dans les esprits. Bah, pour parler du juridique, on a eu, j'ai parlé tout à l'heure du procureur général de la République de Côte d'Ivoire, le procureur général, donc, qui était sur un plateau télé en fin de semaine et qui a dit qu'il mettrait fin, ce serait le temps, il était temps pour lui de mettre fin à la récréation suite au constat de certaines dérives langagières. Qu'est-ce que cette réaction vous inspire, vous? Qu'est-ce que, on va dire, cette information, c'est une information qui donne à l'opinion. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Oui, tout à fait. Monsieur Guillaume Vergès, vous savez que quand on est ici en France, surtout à Paris, il est difficile de s'asseoir dans un endroit sans consommer. Donc, j'étais en train de me demander si j'avais encore quelques euros dans la poche. Quand j'ai eu cette information, le procureur est sorti pour s'adresser, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale pour dire que désormais, voilà ce qui attend tout citoyen qui va peut-être prononcer des propos haineux, des propos qui vont dans le sens peut-être de nuire à la crédibilité d'une personnalité. Et moi, personnellement, j'ai apprécié cela, j'ai aimé cela, et je me suis dit, ah,
Pourquoi maintenant? Parce qu'on a eu à assister à certaines cérémonies publiques où certains hommes politiques avaient tenu des propos qui vraiment ont dérangé l'esprit du commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi. Mais s'il est sorti maintenant, c'est parce que certainement il s'est dit que bon, il y aura peut-être beaucoup de manifestations, que ce soit de l'opposition comme du parti au pouvoir dans l'avenir, et que les gens pourraient s'adonner à des exercices je veux dire, de répondre aux autres, et ça peut créer vraiment une atmosphère délétère. Donc dès maintenant, il faut une mise en garde, certainement pour tout le monde. Maintenant, s'il faut sanctionner ceux qui ont, je veux dire, distillé des propos haineux, ben, comme on dit, il faut que ça s'étende à tous ceux qui ont eu certainement à se comporter ainsi. Parce que pour illustrer cette information, il a pris l'exemple, en tout cas, de propos xénophobes qui auraient été prononcés lors de cette marche du Front commun, le 9 août dernier. Et pourtant, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, et sur le plateau, il y a un journaliste même qui a relancé le procureur, disant, il n'a pas voulu dire le nom du ministre, on a vu le ministre Seredo, qui a été coupable, on va dire ça comme ça, de faits de propos xénophobes, lorsqu'il traitait ouvertement le président Tidjane Cham des Sénégalais. On a vu aussi la ministre Belmondo Dogo qui traitait quelque part des leaders politiques de Zozo. Lorsqu'on voit aussi ces exemples assez flagrants qui émanent des leaders politiques de renom, des personnalités politiques de renom, et est-ce qu'il n'est pas un peu tard ou est-ce que ce n'est pas une manière de museler, on va dire quelque part, l'opposition qui, elle, se retrouve aujourd'hui ragaillardie après la marche du 9 août? Bon, oui, effectivement, pour nous qui suivons l'actualité, certains propos sont souvent, je veux dire, distillés, sont tenus par certaines de nos personnalités. Mais nous, peut-être en tant qu'humoristes, on en rigole parce qu'on se dit que bon, c'est le jeu démocratique, c'est l'expression démocratique. Quand on est lancé dans un meeting, quand on a une foule qui applaudit, ben, quelquefois, il est difficile de contrôler ce qu'on dit. Et le lendemain, dans la presse, on voit les réactions. Bon, peut-être qu'on aurait aimé que, je veux dire, nos autorités judiciaires interpellent, ou bien que ceux qui sont concernés, peut-être par ces propos, la portent plainte. Ben, ça n'a pas été fait. Et effectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais c'est l'occasion pour nous de dire à tous nos responsables, vraiment politiques, pendant les meetings, peut-être qu'ils veulent souvent faire rire, ils veulent souvent faire de l'humour, mais ils ne peuvent pas faire de l'humour à nous, à notre place. Voilà, vraiment, c'est nous qui pouvons faire de l'humour. Mais quand eux ils rentrent dans l'humour, au lieu de faire rire, quelque part, ça choque. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous sommes dans une période où il faut faire bas la terre, il faut contrôler ce qu'on dit. Les jeunes qui sont dans les meetings et autres, là, comme ce qu'on a vu pendant la marche du Front commun, il y a une chanson qui circulait là, ben, tu vas voir que, bon, ils se sont levés comme ça, et puis ils ont commencé à faire les shows, et puis des gens ont filmé. Si ça n'avait pas été filmé et montré en vidéo, les gens n'auraient pas su. Ben, quelquefois, ce n'est même pas des militants même de partis, c'est des gens qui viennent s'amuser, mais il faut savoir aussi qu'il y a certains amusements qui peuvent vous porter, je veux dire, préjudice. Donc, il faut éviter. Et puis, dire aussi à tous ceux qui, n'est-ce pas, utilisent des propos haineux, parce qu'il faut le dire ainsi, ce n'est pas seulement les militants, mais aussi les leaders, qu'on fasse très attention, parce que le procureur a décidé désormais de sévir. Et monsieur le procureur, tel que je le connais, très rigoureux, nos prisons risquent d'être pleines et on risque d'avoir des prisonniers sur la liste d'attente. Mais lorsqu'on voit, par exemple, des députés comme la députée Mariam Traoré insultée dans un hémicycle, lorsqu'on voit la ministre Belmondo Dogo, je l'ai dit tout à l'heure, prononcer des propos assez malencontreux, lorsqu'on voit le ministre Seredo donner des propos xénophobes, est-ce qu'on n'est pas là face à une certaine déchéance morale? Est-ce que ça devait faire rire, en toute honnêteté? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnalités. Moi, en tant que président de Doromican, si je veux juger peut-être leur réaction, ce serait une sorte de prise de position. Mais j'ai hérité encore ce que j'ai dit. On peut trouver d'autres mots à la place de ce qu'on prononce très souvent. Quelquefois, on se dit, mais comment il a pu dire ça?
Bon, c'est un être humain, et puis, comme on le dit, il n'y a pas de... je ne dis pas que... C'est pas comment on dit ça, mais moi, je pense que souvent, c'est la foule même qui entraîne certaines personnalités à prononcer ce genre de propos. Parce que si tu l'as dit une fois que tu n'as pas été interpellé par ta hiérarchie, mais tu vas continuer. Voilà. Mais Vergès, à propos du ministre Seredo, vous savez, moi, je suis venu en France. Voilà, c'est vrai, il y a le côté politique, comme je l'ai dit, mais il y a le côté humain. Voilà, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les humoristes en Côte d'Ivoire, artistiquement. Et moi, personnellement, avant de venir, je suis allé le saluer. Et il a facilité l'obtention de mon billet d'avion. Ça, en tout cas, je tiens à le dire vraiment ouvertement. Non, Voilà, j'entends votre motion de reconnaissance, mais est-ce que cela devrait lui donner un blanc-seing pour non, lui, non, en non, tant non, que non, je ne dis pas personnalité que ce qu'il a politique, dit... de s'illustrer de Non, la non, sorte? non, je n'ai pas dit que ce qu'il a prononcé, que c'est juste que c'est bon. Moi-même, quand j'ai écouté, je me suis dit, ah tiens, est-ce que ce n'est pas sous l'effet vraiment de peut-être de la colère, de l'émotion qu'il a sorti cela? Je me suis posé la question aussi. Et je condamne pour tout homme politique qui utilise des propos vraiment qui puissent choquer l'opinion. Ouais. C'est vrai que là, tout à l'heure, vous avez dit, oui, vous, en tant que président Hydro-Mican, mais vous avez été tout de même 14e, vous le dites, sur 17 candidats. Non, non, sur 14 candidats, oui. J'ai été 11e. Voilà, sur 14 candidats, 11e. C'est-à-dire que vous avez eu quand même pas mal d'électeurs. Tout à fait. Beaucoup d'électeurs. C'est-à-dire que beaucoup d'Ivoiriens fondaient leur espoir en vous lorsque vous avez candidaté en 2010 pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, partant de là, quand même, vous êtes un leader d'opinion très suivi. Ouais, c'est clair que vos prises de... Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas pour prendre position, mais... Vos observations seraient tout de même les bienvenues. Non, il y aurait quand même une hausse de légitimité quelque part. Je suis prêt à le faire, M. Guillaume. Non, ça, sans embâche, les questions d'actualité, je les suis parce que je me dis à tout moment, je peux rentrer dans le jeu politique. Parfait. Lorsqu'on voit quand même tout à l'heure on en a parlé, hein, ces décisions de justice qui viennent ou bien des informations qui viennent en retard parce qu'on a vu l'opposition marcher, parce que en même temps qu'il y a tout cela aussi, on voit des arrestations. Le ministre Lida Kwasi, qui est aujourd'hui déféré, qui a été déféré, je crois, depuis le mardi, lorsqu'on voit tout cela à l'approche des élections présidentielles, quelle image la Côte d'Ivoire donne-t-elle d'elle aujourd'hui? Monsieur Guillaume Vergès, je crois que c'est l'occasion pour moi de retirer un vœu. Parce qu'en 2010, j'ai été candidat aux élections présidentielles et comme je le dis, c'est parce que les politiciens jouaient la comédie à notre place que nous sommes allés en politique pour décrisper un peu l'atmosphère sociopolitique. Parce que ceux qui ont vécu les années 2000 jusqu'en 2010, il y a eu beaucoup d'événements. Voilà, beaucoup d'événements qui se sont passés et personne n'aimerait revivre cette tension. Alors, il se trouve que nous sommes prêts à aller à des élections et qu'il y a des leaders politiques qui sont interpellés, qui sont même jugés et condamnés. Et tout de suite, ça porte à croire que c'est une façon de museler, comment on appelle ça, de l'opposition, diminuer les forces. Mais on constate sur le terrain qu'au fur et à mesure que ces derniers sont interpellés, ces derniers sont jugés et condamnés à travers des délits certainement qui ont été constatés, mais ça renforce même, je veux dire, la vitalité même des gens de l'opposition. La preuve, vous avez vu que c'est vrai, vous avez été interpellés avant la marche, mais tout le monde a constaté le succès que cette marche a eu et que les gens en parlent. Et ce qui est un peu dommage, c'est que en faisant des recherches documentaires pour ces interviews-là, parce que je sais de revoir un peu, de faire le parallèle, on se rend compte qu'en 2020, en septembre 2020, Kouya Justin, lui, était déjà jeté en prison. On est en octobre, nous sommes en août 2025, et c'est toujours les mêmes choses, toujours ces opposants qui se retrouvent toujours derrière les barreaux. Depuis ces 15 années, depuis le pouvoir du président Alassane Ouattara, quelle lecture cela, en tout cas, vous avez de tous ces faits, où on se retrouve toujours à reprendre quand même, que ce soit, où on est pratiquement dans le même schéma, en fait, en gros. Oui, vous savez, nous discutons avec des amis, on leur dit, mais on ne comprend pas, mais pourquoi à chaque fois, c'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi, quand quelqu'un pose un acte condamnable, c'est normal qu'il soit interpellé. Mais pourquoi c'est toujours dans un camp que cela se fait, etc. Mais ils vont toujours rétorquer en disant que quand eux, ils étaient dans l'opposition, que c'était pareil.
Par exemple, moi, il y a un qui m'a dit que quand ils étaient dans l'opposition, au temps du président Bédier, que toute la direction de leur parti, qu'on appelle ça, s'est retrouvée en prison. Qu'il a fallu le coup d'État de 99 pour que ceux-ci recouvrent la liberté. J'ai dit, mais si on veut dire parce que, bon, quand nous étions dans l'opposition, c'était pareil et qu'il faut faire la même chose, on n'avance pas. Et là, on n'est plus en démocratie, on est dans les règlements de compte. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Quand on est au pouvoir, on peut faire ce qu'on peut, mais demain, on peut retourner dans l'opposition. Et puis, celui qui est dans l'opposition peut arriver au pouvoir. On dira encore que, bon, voilà, ils sont en train de perpétuer les mêmes comportements. Et quelque part, c'est dommage. Le fait de recourir justement à ces mauvais exemples, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de célébrer quelque part l'arbitraire? Bon, ouais, chacun peut interpréter, mais moi, je souhaite il faut qu'on soit juste à tous les niveaux, que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir. Quand quelqu'un pose un acte qui va contre, n'est-ce pas, nos lois, il faut l'interpeller. Et puis, si cela doit être sanctionné, il faut le faire, mais pour tout le monde, mais qu'on ne constate pas que la balance ne soit pas équilibrée. Sur ce plateau de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, donc la chaîne de télévision de Nouvelle-Côte d'Ivoire, il y avait certes les débatteurs que sont Dr François Conan, Augustin Couillot, Dr Banga, et il y avait aussi le procureur de la République. On va essayer de commenter ensemble un peu quelques extraits de leurs propos lors de cette émission. Je prends les propos de Steve Biko, qui lui est venu, il a fait une mise au point pendant 7 minutes et il s'est retiré du plateau. Et dans sa mise au point, il dit notamment ceci, que les droits soient respectés, que nous assistons à une justice spectacle et que des aveux sont arrachés au forceps. La répression s'abat sur les membres de l'opposition. Ces propos sont de Steve Biko. Un commentaire. Ce sont les propos d'un homme politique, d'un représentant de parti politique sur un plateau d'émission où chacun vient pour libérer l'expression en tenant compte de ce qu'ils vivent. Parce que ce sont eux qui vivent cette réalité-là en disant que, bon, il y a cette pression, il y a cette répression. Et il a même quitté le plateau. Voilà, ça fait un buzz, ça fait un gros point d'interrogation, comme je le dis. Et c'est dommage. C'est dommage. On aurait voulu que chacun parle, mais à un moment donné, quand on se sent trop pressé, on ne peut que peut-être avoir une réaction, une émotion à laquelle on ne s'entend pas. Donc, comme il est le représentant d'un parti politique, je crois qu'il a donné le point de vue du parti politique. Et si on estime que ce n'est pas la réalité ou la vérité, donc en face, on doit pouvoir vraiment équilibrer le jeu. Comme on le dit, s'il y a une bonne opposition, il peut y avoir un bon parti, un bon régime au pouvoir. Donc, l'opposition fait ce qu'elle peut, à mon avis, pour que les choses aillent de l'avant. Mais si l'opposition se sent vraiment, je veux dire, réprimée, mais c'est normal qu'elle s'exprime. Moi, je l'ai dit, qu'on ne fait pas de passe en politique, c'est ce que les gens disent. Mais nous, au Dromican, faire la passe, c'est comme si c'est un jeu. Non, il ne faut pas donner des pénaltys même, qu'on appelle ça. Lorsque vous dites ça, vous voulez dire quoi? Le président Laurent Gbagbo, lui, a fait la passe au président Alassane Ouattara? Non, mais c'est ce que les gens disent. Que ça, c'est Gbagbo même qui a signé pour que le président Alassane Ouattara soit candidat et où il est président de la République. Il est en train de gérer le pays comme il le sent. Bon, moi j'ai dit non, ça là, c'est pas passe. Passe là, on connaît. Parce que passe là, tout le monde joue au football. C'est penalty même, il a donné. Et quand il a donné le penalty, mon Dieu, vous avez vu comment il a tiré le penalty? Quand il a tiré le penalty, non seulement il a marqué, mais ça a déchiré le filet. Donc, en football, que ce soit coup franc, il faut éviter, que ce soit penalty, là même c'est trop compliqué, mais à plus forte raison, faire la passe. C'est-à-dire, on fait même pas mais est-ce qu'on devait l'accuser d'avoir donné ce penalty? Non. Pour nous qui avions vécu ces moments-là, vraiment, comme on le dit, le président Gbagbo il avait une forte pression, une pression sur le plan national et sur le plan international. Moi-même, je pensais même que la communauté internationale, je pensais que c'était un pays spécial. Communauté internationale. On dit non, la communauté internationale, c'est tous ceux qui parlent dans notre affaire, des institutions et tout, mais qui ne sont pas dans le pays, qui sont hors du pays. Il dit, ok, d'accord. Donc, il s'est dit, bon, écoutez, il faut qu'on aille aux élections un jour, il faut qu'on ait la paix un jour. Donc, il a pris son stylo pendant 5 minutes avec Thabo Mbeki,
qui lui parle anglais, le président Ouattara parle anglais, le président Gbagbo lui parle français. Donc les deux, il y a un qui a servi d'interprète, ils ont rédigé le texte, ils ont signé. Et puis bon, pour lui, il a cru que ça allait ramener la paix, la quiétude. Et effectivement, ça a pesé, je vais dire, les tensions, puisque nous sommes allés aux élections. Il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. C'est le deuxième tour où jusque-là, bon, il est difficile de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et puis bon, là, en 2025, on a certainement une autre élection et on n'aimerait pas revivre ces mêmes réalités-là. Et l'opinion nationale, bon, internationale, là, il ne sait pas, mais il y a une opinion qui souhaite que le président Ouattara fasse la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'il prenne son stylo là pour signer, pour dire, bon, écoutez, pour la paix, que tout le monde se présente. Et je reviens donc à l'adage qui dit qu'on ne fait pas de passe, on ne fait pas de crochet intérieur-extérieur pour donner la balle à l'adversaire. Ben, avant de parler de cette communauté internationale dont vous parliez, qui est déclinée quand même par des institutions comme l'ONU, la CEDEAO et certains émissaires, ces temps-ci, il y a un balai, en tout cas d'émissaires internationaux en Côte d'Ivoire pour justement, on va dire, vous avez parlé de pression tout à l'heure, pour faire entendre raison quelque part au président Alassane Ouattara quant aux demandes de l'opposition. Est-ce que vous pensez que ces émissaires-là seront entendus? Ben, je crois qu'il y a eu déjà quelques émissaires qui ont effectué des missions en Côte d'Ivoire. Il y a même eu une association, je crois, d'anciens chefs d'État. C'est ça, conduite par, les Elders, oui. Voilà, conduite par l'ex-président du Bénin, Yahi Boni. C'est ça. Et moi, personnellement, j'ai salué cette démarche. Pour nous, nous disons que toute démarche qui concourt à faire amener la paix, à discuter avec les autorités, les dirigeants, que ce soit du parti au pouvoir comme de l'opposition, moi, je me dis qu'il faut saluer ce tact-là. C'est très important pour un pays qui a connu, n'est-ce pas, une élection difficile par le passé. Maintenant, quand ils sortent de cette réunion, le discours qu'ils tiennent devant la presse, est-ce le même discours qui s'est tenu à l'intérieur? Parce que généralement, quand ils viennent, quand ils repartent, bon, on ne constate pas trop, n'est-ce pas, la prise en compte de leurs avis ou de leurs recommandations. Donc, chaque État, en fonction de ses intérêts, applique ou n'applique pas. Voilà. Je voulais relancer sur un fait. Lorsque vous parliez tout à l'heure, vous avez dit il y a eu cette décrispation en 2010. On a vu qu'il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. Le second tour, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une crise post-électorale. Vous qui étiez candidat, vous qui étiez dans le secret de Dieu, si vous deviez vous prononcer sur cette échéance de 2010, surtout dans sa dernière phase, qu'est-ce que vous diriez? On a cru participer à une élection de sortie de crise. Ça, je le dis en tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles. On s'est beaucoup sacrifié pour notre pays à cette époque-là. On a cherché un peu d'argent. On a payé la caution de 20 millions. Il était question qu'on nous donne aussi un peu d'argent pour la campagne. Ça n'a pas été fait. Et l'argent avait été décaissé, mais ça ne nous a pas été remis. Et je pense que ceux qui ont dirigé la CEI à cette époque et la primature à cette époque savent de quoi je parle. Notre argent est là-bas, là, voilà, vous savez où ça est là. Pardonnez, appelez-nous et puis remettez-nous ce qui nous revient de droit. Parce qu'on a pris crédit, on s'est endetté, comme le font beaucoup de pays, pour gérer certaines affaires. Il faut rembourser, on rembourse comment? Donc ça c'est juste un rappel. Mais on a été déçus parce qu'il y a eu plus de 3000 morts. Honnêtement, si c'était pour participer à une élection présidentielle et puis découvrir plus tard qu'il y aurait de morts, on se serait certainement retiré. Mais c'est pour la paix qu'on l'a fait. Et jusque-là, les victimes n'ont pas été, je veux dire, dédommagées. Puisqu'il y a un camp qui a été jugé et les Ivoiriens et beaucoup de personnes aimeraient savoir réellement qui a fait quoi afin qu'on puisse tirer, n'est-ce pas, une conclusion sur ces incidents malheureux, ce dénouement très difficile que nous avons vécu en 2011. Ça a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, partout passé, on parle d'élection. En fait, une élection, c'est une fête. On doit se réjouir, argument contre argument. N'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est comme si c'est comme ça. Mais ce à quoi nous assistons, bon,
moi, 10 jours avant, même 15 jours avant, je vais faire mes bagages avec ma famille. Soit on quitte le pays ou on ira vivre au village, comme si une élection était une peste, comme si une élection était plus grave même que la Covid.